À la une de l'actualité ce soir, en visite en Arabie Saoudite, Roch-Marc Christian Kaboré, le président du Faso, évoque avec le roi Salman et 3 ministres saoudiens l'organisation du pèlerinage à la Mecque pour les musulmans et des investissements saoudiens au Burkina. Images et commentaires de nos envoyés spéciaux dans cette édition. Et puis les travaux de bitumage de la route Kongoussi-Djibo seront bientôt lancés. Foi du Premier ministre Paul Kaba Thieba face aux forces vives de la province du Soum, avec qui il a discuté de développement de la région. Les points évoqués dans ce journal. Et puis, une mission du gouvernement burkinabé à Dédougou. Objectif, présenter les condoléances à la famille du suspect en garde à vue décédé hier et rassurer davantage les populations. Et la gendarmerie qui porte un démenti à la rumeur qui fait état d'une probable libération des gardés à vue à suivre dans cette édition. Face à la pénurie d'eau qui traverse la capitale Ouagadougou, depuis quelques semaines, l'ONEA a décidé d'une fourniture alternée en eau. Les quartiers de la capitale sont logés dans 23 groupes et chaque groupe sera approvisionné 12 heures par jour de façon alternée. Une mesure qui suscite des interrogations et inquiétudes. Mais l'ONEA rassure, vous entendrez ses responsables dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Le président du Faso en séjour en Arabie Saoudite s'est entretenu avec le roi Salman et 3 ministres saoudiens. Roch-Marc Christian Kaboré a évoqué avec ses personnalités l'organisation du pèlerinage à la Mecque pour les musulmans et des investissements saoudiens. Aboubakar Sayon. Visite officielle d'un président burkinabé en Arabie Saoudite, le royaume a sorti les grands jeux. Dès sa descente de voiture, le président du Faso est accueilli sur le tapis rouge par le roi Salman, venu en personne souhaiter la bienvenue au président burkinabé. Un accueil des grands jours marqué par l'exécution de l'hymne national burkinabé, l'hymne national saoudien et la revue de la garde d'honneur, fortement mobilisée pour l'occasion. Par la suite, les plus hautes personnalités du royaume sont présentées à l'hôte de marque. Le roi Salman a traduit sa satisfaction de recevoir le chef de l'État burkinabé et exprimé sa volonté de voir les relations entre les deux pays se bonifier. Roch-Marc Christian Kaboré s'est dit honoré de cet accueil remarquable et du soutien de l'Arabie Saoudite aux efforts de développement du Burkina Faso. Le président Kaboré a aussi souhaité que l'Arabie Saoudite puisse accompagner le G5 Sahel dans la lutte contre le terrorisme. Au Premier ministère, Paul Kaba Thieba échange avec la secrétaire générale de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Fang Yu, c'est son nom, est venu discuter du rôle de l'aviation que l'aviation peut jouer dans l'économie du Burkina Faso. Yolande Lompo. Selon l'Organisation de l'aviation civile internationale, dans les années à venir, le trafic aérien doublera. Et pour son développement, le Burkina Faso, qui est un pays sans littoral, devra compter sur l'accompagnement et le leadership de l'OACI. Aujourd'hui, vous avez à peu près 100 000 vols par jour dans des conditions sûres et sécurisées pour connecter toutes les régions du monde. Il y a aussi cette possibilité de permettre à l'économie de se développer, au tourisme d'avancer, aux malades d'être soignés et de transférer les produits agricoles dans des zones où d'autres en ont besoin. J'ai eu des échanges très productifs avec le Premier ministre sur ce sujet et sur le rôle que l'aviation peut jouer pour le miracle économique au Burkina Faso. L'OACI est l'organe spécialisé des Nations Unies qui s'occupe de mettre en place les normes et pratiques recommandées pour une aviation civile sûre, ordonnée et prospère. À cet effet, le Burkina Faso, qui est au-dessus de la moyenne sur le plan de l'implémentation des normes et pratiques recommandées, a été félicité. Paul Kaba Thieba était à Djibo dans le Soum ce 2 mai pour le lancement officiel du programme quinquennal portant gratuité des soins de la femme enceinte et des enfants de moins de 5 ans. Profitant de son séjour, le Premier ministre a rencontré les forces vives de la province. Au menu des échanges, le bitumage de l'axe Kongoussi-Djibo, l'insécurité grandissante dans la région et l'accès à l'eau potable qui constituent des préoccupations et pas des moindres pour les populations de cette localité. Le point de ce face-à-face avec Moumouni Soubega.
Face au Premier ministre, les forces vives du SOUM ont dépeint un tableau peu reluisant de leur province. Le manque d'eau, l'insuffisance des infrastructures sanitaires et l'insécurité qui a permis l'enlèvement du couple Elliott, de même que la mauvaise qualité de la route Kongoussi-Guibo sont autant de préoccupations soulevées. En réponse, Paul Kaba-Thieba annonce des actions à court terme. D'ici fin mai, les travaux de bitumage de la route Kongoussi-Guibo vont démarrer. Parce que le financement est bouclé, l'appel d'offres a été lancé, les entreprises adjudicatrices ont été sélectionnées, il reste plus qu'à démarrer les travaux. Je peux également vous annoncer que le gouvernement est en train de chercher de boucler les financements du tronçon Wairia-Titao-Guibo. Au plan sécuritaire, des dispositions sont en cours de mise en œuvre pour assurer la quiétude des Burkinabés, rassure le chef du gouvernement. Et à la question de savoir à quand la libération de M. Elliott, Paul Kaba-Thieba a opté de jouer la carte de la prudence. C'est que le gouvernement a fait tout ce qu'il pouvait pour obtenir déjà la libération de l'épouse du docteur Elliott. Et les efforts se poursuivent pour essayer d'obtenir la libération du docteur lui-même. Mais comme vous connaissez la sensibilité de ce genre de choses, il vaut mieux ne pas trop en parler. Mais ce n'est pas un problème que le gouvernement a oublié. Au sortir de la rencontre, nombreuses sont les forces vives qui ont positivement apprécié les échanges. Dire que nous avons beaucoup apprécié ces échanges parce que c'est direct. Il n'y a pas eu de questions, je ne sais pas, préparées pour choses. On a vraiment posé nos préoccupations et je pense que les réponses en tout cas sont satisfaisantes. Il faut très souvent que les gens de l'État viennent voir la base. C'est ce que je pense. Et avec le franc-parler, entre le sommet et la base, on peut trouver des solutions. Pour camper les décors, le Premier ministre a parlé aux forces vives du SOUM, de la politique du président Roch Marc Christian Kaboré et des priorités de son gouvernement. Au nom de celle-ci, Paul Kaba-Thieba cite la valorisation du capital humain, la bonne gouvernance et le partage des fruits de la croissance à travers l'adoption de mesures sociales comme la gratuité des soins en faveur des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans. À l'Assemblée nationale, les députés viennent de voter 5 textes de loi. Parmi ces textes de loi, une loi portant relative aux entreprises d'investissement à capital fixe au Burkina, mais aussi liée aux comptes dormants. Environ 6 000 comptes dormants ont été recensés en 2014 avec un solde de près de 700 millions de francs CFA. Autre loi adoptée hier par les députés, un texte sur la réglementation des bureaux d'information sur le crédit. Amadine Lalsaga. Protéger les intérêts des usagers des services financiers, réduire les contentieux et prévenir les risques de fraude, tels sont les objectifs du projet de loi portant traitement des comptes dormants au Burkina, tel qu'exposé par le ministre de l'Économie et des Finances devant la représentation nationale. Plus de 695 millions de francs CFA repartis dans 5 800 comptes sont concernés. On considère qu'un compte est dormant lorsqu'il n'a pas été mouvementé pendant au moins de 8 à 10 ans, mais lorsqu'il n'a pas été mouvementé et qu'il n'a pas été possible de retrouver le détenteur du compte. Le fait que l'Assemblée nationale ait adopté les différents projets de loi, y compris ce projet-ci, cela nous permet effectivement au niveau du gouvernement d'avoir toute la latitude pour pouvoir faire des investigations les plus profondes possibles. Rosine Koulibaly-Sori était également porteuse d'un projet de loi visant au renforcement des fonds propres des petites et moyennes entreprises. La réglementation proposée par le gouvernement vise à accorder des avantages particuliers incitatifs à ces sociétés qui occupent une place importante dans la zone UEMOA. Les autres projets de loi soumis pour appréciation et amendement sont ceux relatifs à la réglementation des bureaux d'information sur le crédit au Burkina, celui portant contentieux des infractions financières extérieures du Burkina Faso et enfin celui relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme. Il est important que nous puissions travailler ensemble pour nous assurer effectivement qu'il n'y a pas de capitaux qui disparaissent au niveau de notre sous-région. Après 1h30 d'exposé et de débat général, les 100 votants du jour ont donné quitus au gouvernement qui a ainsi carte blanche pour signer les décrets d'application de ces 5 projets de loi.
Vous l'avez suivi hier sur nos antennes, chaude journée à Dédougou, dans le Mouhoun, une foule en colère contre la mort d'un jeune suspect gardé à vue à la brigade de recherche de la gendarmerie de Dédougou. Ça n'est pris aux locaux de la gendarmerie. Le gouvernement a dépêché une mission ce matin dans la ville. Objectif, présenter les condoléances du gouvernement et rassurer davantage les populations. La délégation a ainsi rencontré la famille de la victime, mais aussi les autorités de la ville et de la région qui s'étaient déjà investis depuis hier à trouver des solutions et pour que le calme revienne dans la ville. Aïcha Dianda, Paul Sawadogo. Les Timouani a retenti ce matin à Dédougou. Le tambour des guerres Boaba qui sort à des occasions particulières a un message important à annoncer à la population. Et ce message est porté par une délégation gouvernementale dépêchée pour trouver une solution à la crise qui traverse la cité de Bankui après le décès de Salif Bokoum, un détenu de la gendarmerie succombé à l'hôpital au petit matin de ce 3 mai. Les ministres en charge de l'éducation nationale, de l'agriculture et de l'habitat, accompagnés du chef d'état-major général de la gendarmerie nationale, des élus et des fils de la région venus de Ouagadougou, ainsi que des autorités régionales, ont eu des échanges avec les différentes parties. Après l'entretien avec le chef de canton de Dédougou, qui était assisté des chefs de village de son ressort, la délégation gouvernementale est allée présenter les condoléances à la famille de la victime et échanger avec les organisations de la société civile et les forces de l'ordre. Cette mission a été expressément dépêchée pour venir témoigner à la famille éplorée toute la compassion du gouvernement. Ceci dit, ce qui est arrivé, personne ne l'a souhaité. Mais comme on dit, quand c'est arrivé, c'est arrivé. Le gouvernement souhaite vraiment l'apaisement des cœurs. Nous comprenons la colère. Perdre quelqu'un, c'est très douloureux. Nous comprenons cette colère, mais cette colère ne doit pas amener à endeuiller d'autres personnes. À chacune des rencontres, le message du gouvernement semble bien entendu. Les différentes couches sociales sont prêtes pour pardonner, ainsi que la famille de la victime. L'enfant a un cousin. L'enfant a un cousin, Moro Bokoum, le fait Moro Bokoum. Maintenant, son enfant vient de partir comme ça. Réellement, on ne sait pas comment dire. Mais aujourd'hui, ce matin-là, on est un peu content d'arriver du gouvernement ici, parce qu'on doit pardonner. Tout le monde doit pardonner. On a essayé de parler aux hymnes, de se pardonner. Depuis hier, moi je parle de ça, qu'on se pardonne. Afin de faire la lumière sur cette affaire, le gouvernement envisage l'autopsie du corps de la victime pour situer les responsabilités. Outre les entretiens, la délégation gouvernementale a aussi visité les services de la gendarmerie et les 4 domiciles des gendarmes saccagés. Justement, le gouvernement qui communique d'ailleurs sur cette mission, suite aux événements survenus le 3 mai 2016 à Dédougou, le gouvernement a dépêché une mission gouvernementale composée de 3 ministres appuyés par des députés et des personnes ressources ressortissantes de la région de la Boucle du Mouhoun. La délégation gouvernementale a eu des entretiens avec le chef de canton, le grand imam de Dédougou, les familles des victimes, les organisations de la société civile, les forces de défense et de sécurité et le gouverneur de la région de la Boucle du Mouhoun. Ces démarches ont permis de ramener définitivement le calme et la paix civile à Dédougou. Le gouvernement remercie tous les acteurs et se félicite que le dialogue ait prévalu dans l'esprit du vivre ensemble burkinabé. Il déplore encore une fois les pertes en vies humaines, exprime sa compassion et sa solidarité avec les familles éplorées et les victimes des actes de violence. Les résultats des enquêtes judiciaires ouvertes permettront de situer les responsabilités et le cas échéant, les sanctions seront appliquées dans toute sa rigueur. Et puis ce démenti de la gendarmerie nationale, des informations font état de ce que, suite aux événements de Dédougou, les gendarmes menaceraient de les garder à vue. S'il est vrai que nous sommes tous de cœur avec nos collègues qui ont vu injustement leur maison saccagée, leurs biens détruits et leurs motocyclettes brûlées, nous tenons à rassurer les populations que, compte tenu des risques sécuritaires que cela pourrait occasionner pour elles
et de nos principes de travail. Un tel acte n'est pas à envisager. Toutefois, il faudrait savoir raison garder et faire confiance aux forces de l'ordre, déterminées plus que tout à assumer leurs responsabilités dans une de leurs missions, notamment celle de la lutte contre l'insécurité. Nous déplorons les actions de certaines personnes mal intentionnées qui saisissent chaque occasion pour discréditer nos services. La gendarmerie nationale, une force humaine à votre service, c'est signé un communiqué de la direction de la communication et des relations publiques de la gendarmerie nationale. Pour boucler avec ce chapitre en séjour avec le président du Faso en Arabie Saoudite, le ministre de la Sécurité intérieure se prononce sur les événements de Dédougou. Simon Compaoré déplore la mort du suspect en garde à vue décédé et condamne la réaction des manifestants qui se rendent justice eux-mêmes. En outre, Simon Compaoré déplore la destruction des biens des gendarmes. On l'écoute au micro de Aboubakar Sagnon. Je dois dire que hier, quand nous avons eu l'information qu'il se passait des actes graves à Dédougou, nous avons déploré cela, et toute la délégation, commencé par le président du Faso et moi en tant que ministre en charge de la sécurité intérieure, nous avons déploré ces événements. D'abord la mort de cette personne qui avait été interpellé, gardé à la gendarmerie et qui a trouvé la mort à l'hôpital. Regretter cette mort, mais regretter aussi la réaction de certains citoyens de la ville de Dédougou qui se sont livrés à des actes condamnables. Voilà. Je n'hésite pas, il faut condamner cela. Pour quel que soit ce qui s'est passé, on n'a pas le droit de se faire justice et on doit savoir raison garder. Les gendarmes sont un élément, un maillon important des forces de défense et de sécurité. Et j'appelle tous ceux qui ont été à la base de ces troubles de cesser d'agir de cette façon, parce que personne ne sort gagnant. J'aurai l'occasion, lorsque je vais regagner le pays, d'effectuer une visite pour apporter mon soutien aux gendarmes et visiter la famille du défunt. Le procureur général près la cour d'appel de Ouagadougou s'est prononcé ce mercredi sur l'inculpation de l'ancien bâtonnier Mamadou Traoré. Le procureur est revenu sur la genèse de la procédure depuis la saisine par le tribunal militaire. Selon le procureur, la cour d'appel ne connaît pas la situation des dossiers traités par le tribunal militaire qui est un tribunal d'exception. Adama Koulibaly. C'est par un courrier en date du 29 mars qu'il a été saisi par le juge d'instruction du tribunal militaire de Ouagadougou, lui demandant l'ordre d'arrêter, d'inculper, de détenir et mettre Mamadou Traoré, annonce Laurent Poda, procureur général près la cour d'appel de Ouagadougou, aux journalistes. Cette demande précisait que, je cite, de l'instruction du dossier commissaire du gouvernement contre Diengéré Gilbert et autres, poursuivis devant notre juridiction, pour attentat à la sûreté de l'État et plusieurs autres infractions commises les 16 septembre et jours suivants à Ouagadougou, il apparaît, c'est-à-dire qu'il résulte des indices graves et concordants susceptibles de motiver l'inculpation de Maître Traoré Mamadou, avocat à la Cour, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du Burkina Faso, pour attentat à la sûreté de l'État, association de malfaiteurs, complicité d'enlèvement et de séquestration. Le procureur affirme ainsi avoir saisi le bâtonnier pour l'informer au regard de la réglementation quant aux poursuites à l'encontre des avocats dans l'espace UEMOA. Le législateur UEMOA veut que lorsqu'un avocat est mis en cause dans des faits, qu'il puisse donner son avis, en vérifiant que, effectivement, ce n'est pas dans l'exercice de ses fonctions que ce monsieur est poursuivi.
Le procureur général près la cour d'appel de Ouagadougou est aussi revenu sur la relation entre la cour d'appel et le tribunal militaire, puisque le bâtonnier voulait avoir connaissance des faits qui incriminent Maître Mamadou Traoré. Il n'y a aucun lien fonctionnel entre la cour d'appel et le tribunal militaire. De fait, ce que le juge d'instruction militaire m'a envoyé comme élément, et c'est ce que j'ai relevé. Ça veut dire que le juge d'instruction a indiqué la procédure dans laquelle ils ont pu relever qu'il y avait des indices graves et concordants susceptibles d'aboutir à l'inculpation de l'ancien bâtonnier. Pour le procureur général, la protection du libre exercice de la profession d'avocat demeure pour lui une préoccupation. Une organisation de la société civile réclame un audit rigoureux de l'ex-Conseil national de transition et demande à l'ASE de rendre public le rapport de son audit. Face à la presse ce matin à Ouagadougou, le CED, le cadre d'expression démocratique, s'est voulu pressante sur les questions d'actualité. Nyarkiteda. Une justice de vainqueurs, d'intention et de passion, au lieu d'une justice indépendante et impartiale, ainsi présenté le tableau clinique de la justice au Burkina Faso par le CED, le cadre d'expression démocratique. Cette organisation s'insurge contre ce qu'elle qualifie d'immixtion de certaines OSC dans les décisions de justice. Le CED met alors en garde ceux qui ont donné de la voix ces derniers moments dans des affaires judiciaires. Organisation de la société civile, aucun parti politique, aucun homme politique, aucun dirigeant ne doit s'immixer dans les prises de décision de la justice. Donc ça, c'est l'une des failles que nous avons relevées et nous condamnons cela. La responsabilité citoyenne pour la culture de la paix devrait alors être le maître mot à tous les niveaux, selon les orateurs qui invitent les Burkinabés à jouer franc jeu. Pour cela, le CED demande à l'ASE, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de la lutte contre la corruption, de rendre public le rapport d'audit de la gestion de la transition. Si cet audit concerne la vie, la gestion du pays des Burkinabés par des Burkinabés, il ne doit pas avoir de secret quant à la publication de ce rapport. Le cadre d'expression démocratique réclame aussi la mise en accusation par le Parlement des membres du gouvernement de la transition épinglés dans le rapport d'audit sur la gestion de la transition. Il demande aussi au procureur du Faso de s'autosaisir pour les autres personnalités impliquées. Pour parachever cet exercice de transparence et de reddition des comptes, le CED souhaite également un audit du CNT, le Conseil national de la transition. Je vous le disais en titre, les habitants de la capitale Ouagadougou sont confrontés depuis quelques semaines à une pénurie d'eau. Pour résoudre le déficit, la ville est soumise depuis hier à une fourniture alternée en eau. Une mesure qui suscite des interrogations, le directeur général de l'ONEA rassure. Et ce matin, il a rencontré la presse pour exprimer la mise en œuvre de la distribution. Les quartiers de la capitale sont logés dans 23 groupes et chaque groupe sera approvisionné 12 heures par jour de façon alternée. On essaie de comprendre tout cela avec Jean-Emmanuel Ouedraogo. La distribution alternée. À partir d'aujourd'hui, les Ouagalais devront apprendre à composer avec elle pour leur approvisionnement en eau potable. Pour l'Office national de l'eau et de l'assainissement, c'est la seule solution pour faire face à la situation actuelle. Il faut dire que de 48 000 mètres cubes, le déficit de production pour la ville de Ouagadougou est passé à 70 000 mètres cubes jour. La dégradation a augmenté du fait de la forte poussée de chaleur. Vous l'aviez constaté ces derniers jours. Le thermomètre quand même est monté et lorsque le thermomètre monte, la demande accroît et là le déficit ne fait que se renforcer. En termes de prévision, il n'était pas prévu qu'on arrive à cette distribution alternée. Il n'était pas prévu que ce déficit arrive à ce niveau. 23 groupes ont été constitués en tenant compte des 17 châteaux d'eau que compte la ville de Ouagadougou pour la mise en œuvre de la distribution alternée. Chaque groupe compte un certain nombre de quartiers et sera approvisionné 12 heures par jour. Pas de privilège en dehors de certains services sensibles comme l'hôpital Yalgado,
Tout le monde sera logé à la même enseigne, rassure l'ONEA. Mais ce programme est susceptible de modifications. Il sera suivi quotidiennement par nos équipes sur les 15 prochains jours, puis évalué, adapté et amélioré si nécessaire. S'il le faut, un programme réajusté sera porté à votre connaissance et à celle du public en temps utile. Seule la fin du pic de chaleur pourrait permettre un retour à la normale, en fin juin peut-être. En attendant, l'Office national de l'eau et de l'assainissement invite tous ses clients à éviter le gaspillage. En fin avril, la 19e journée nationale du paysan a permis d'échanger entre le président du FASO et les producteurs. Je reçois le ministre en charge de l'agriculture pour revenir sur les grandes décisions de cette rencontre. Monsieur Jacob Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kindo. Merci de venir répondre à nos questions. Alors, cette année, l'organisation de la 19e journée nationale du paysan a été en grande partie confiée aux producteurs. Est-ce que pour vous l'expérience a été concluante? Merci. Et je voudrais vous dire que c'est une des innovations que nous avons prévues cette année, c'est de faire en sorte que l'organisation ne soit pas monopolisée par l'administration des ministères chargés du développement rural, mais faire en sorte que ce soit les producteurs, les paysans eux-mêmes qui prennent en charge leur organisation. Et nous avons laissé quelques commissions à la charge de certaines personnalités telles que la sécurité, qui est quand même de la souveraineté de l'État. Il y a la commission chargée de la santé qui a été pilotée par le ministère de la Santé. Et cela étant dit qu'il n'y a pas de compétences au niveau paysan pour piloter ces commissions-là. Mais il faut se dire que toutes ces commissions ont été secondées, les responsables de commissions ont été secondés par les paysans eux-mêmes. Nous avons très bien apprécié ce qui a été fait. Les paysans ont été à la hauteur et nous sommes très satisfaits à la fin de cette JNP. Oui, le président du FASO annonce à la fin de cette 19e édition de la JNP que 30% des terres aménagées seront désormais attribuées aux femmes. Mais également, il menace de retirer les terres à ceux qui se sont accaparés de grandes superficies et qui ne les exploitent pas. Mais concrètement, comment tout cela va se passer? Bon, il faut se dire que ce n'est pas une menace, c'est un constat plutôt que dans certaines régions de notre pays, il y a des hectares et des hectares qui dorment et qui pouvaient être exploités pour permettre à ce que nous puissions booster la production agricole. Malheureusement, ces terres sont là. Et dans le programme du président, il a fait ressortir que toutes les terres qui seront aménagées à partir de 2016 pourront être 30% pourront être attribuées aux femmes. Et je pense que cela est une réalité parce que déjà nous avons lancé l'aménagement de 20 000 hectares et dans les 20 000 hectares qui seront aménagés en bas-fond et en irrigué, dans ces 20 000 hectares, nous avons prévu les 30% pour les attribuer aux femmes. Je pense que c'est une bonne chose que la femme puisse avoir de la terre. Si vous avez suivi un peu la journée nationale du paysan, on a parlé du foncier qui était au centre même, au cœur même des débats. Donc, on a abordé la question de la loi 34 et vous savez bien que la loi 34 s'occupe particulièrement de la question foncière. Et je pense qu'on peut résoudre un temps soit peu en trouvant des terres nouvelles pour permettre à ce que nous puissions travailler à promouvoir l'économie de notre pays. Monsieur le ministre, cette année, le thème de la journée a porté sur comment faire de l'agriculture une source d'emploi pour les jeunes. Mais au sortir de cette journée, est-ce que des pistes se dégagent pour véritablement faire du secteur de l'agriculture un domaine pourvoyeur d'emploi pour les jeunes? Oui, l'agriculture a toujours été un domaine pourvoyeur d'emploi. Malheureusement, la jeunesse ne s'intéresse pas à la terre parce que pensant que c'est un métier dégradant. Mais nous avons pris la résolution de faire en sorte qu'à partir de maintenant, nous puissions intéresser les jeunes au travail de la terre. Et nous avons dit, à partir de cette GNP,
que toutes les écoles de formation professionnelles qui concernent l'agriculture, on va mettre des curricula qui vont s'intéresser à la création d'entreprises. Et nous savons aussi qu'il y a la maison de l'entreprise qui est là, qui peut nous aider à faire en sorte que nos jeunes puissent avoir la capacité de créer des entreprises et la capacité de les gérer. Alors, à partir de ces curricula qui vont être intégrés dans le programme de formation, nous comptons à la fin de chaque formation que chaque jeune qui a envie de créer sa propre entreprise soit accompagné avec tous les outils nécessaires qui lui permettent de créer son entreprise, avec l'ATR, qui est quand même l'élément fondamental pour la production, avec les intrants pour produire, avec le matériel agricole qui de nos jours semble être un des problèmes de la production, de la grande production. Alors en ce moment, on crée l'entreprise avec quelqu'un qui est formé, qui a la capacité d'agir dans le domaine de la production agricole, et on lui donne tous les instruments nécessaires de la production. Et pour faire davantage de l'agriculture un secteur toujours prioritaire au Burkina, vous envisagez la création d'une banque agricole? Oui, parce que à partir des débats, nous avons senti que les producteurs avaient des besoins fondamentaux. C'est d'abord avoir les intrants de qualité, c'est-à-dire les engrais, la semence améliorée. Ils ont besoin de moderniser leur agriculture avec la motorisation. Ils ont besoin des pistes pour écouler la production. Donc, il fallait quand même que nous réfléchissions sur ces choses-là et que nous puissions dire, voilà, à partir de maintenant, on va lier la production, nous allons lier la transformation, nous allons lier la commercialisation pour faire en sorte que tous les maillons des chaînes de valeur sur l'agriculture puissent être pris en charge. Et vous avez suivi que chaque ministre s'est engagé à faire en sorte que dans son secteur, le maillon pour lequel il s'en charge puisse trouver une solution. Je prends par exemple les infrastructures, où beaucoup de pistes seront réalisées, beaucoup de routes seront bitumées pour un désenclavement pour la commercialisation de nos produits. Oui, et pour terminer, la 19e journée nationale du paysan serait peut-être la dernière formule telle qu'elle se déploie. Et à Kaya, en 2017, vous nous donnez rendez-vous avec une autre formule. Est-ce que les réflexions sont déjà engagées et c'est dans quel cadre que tout cela va se décider pour un nouveau format? Oui, le format, nous y pensons déjà parce que vous avez suivi, je l'ai dit tantôt, qu'on a responsabilisé davantage les producteurs et c'est déjà la façon de voir comment réorienter la chose. À partir de cette année, nous avons dit que nous allons élaborer des tableaux de bord, des plans d'action par région et les consolider à un plan d'action national pour permettre à ce que les producteurs, leurs besoins soient suivis pas à pas, que nous puissions trouver les financements pour leur permettre de réaliser leurs projets. C'est déjà une innovation. Et la réflexion, comme nous l'avions dit à la JNP, nous allons faire en sorte qu'il y ait les producteurs, c'est-à-dire les paysans, l'administration, le secteur privé, les banques et tous, pour que nous puissions nous asseoir et réfléchir et voir quelle est la forme exacte qu'il faut pour une nouvelle GNP. Merci à vous, M. Jacob Ouedraogo, ministre en charge de l'agriculture, d'être passé nous faire le bilan de la 19e journée nationale du paysan. Rendez-vous à Kaya en 2017. 2017, c'est moi qui vous remercie, M. Kindo. Merci et vous restez avec nous pour la suite du journal. Et pour la suite du journal, Culture le Sirwawe, où la cérémonie de purification des enclumes est une pratique ancestrale chez les forgerons Bobo. Elle précède les grandes funérailles et permet aux défunts d'intercéder auprès des ancêtres pour le rayonnement du métier de forgeron, un métier menacé aujourd'hui de disparition du fait du modernisme. Découvrons cette cérémonie de purification des enclumes avec Lamine Karantao et Moussa Sanou. En pays Bobo, il n'y a pas que la sortie des masques pour accompagner définitivement les morts dans l'au-delà. L'Isramawe, qui signifie littéralement en Bobo enlever la main,
est une autre étape, surtout dans la casse des forgerons. Pala, un village situé dans les encablures de Bobo du Lasso, perpétue cette tradition ancestrale chaque fois qu'un vieillard de la chefferie disparaît. Cette année, la cérémonie de Sramawe est organisée pour rendre hommage à 4 vieillards décédés, notamment les chefs du village. Chez nous, quand il y a eu décès, les plus âgés qui sont décédés là, on fait cette cérémonie là pour essayer de laver les enclumes que nous travaillons dessus. Nos parents qui sont décédés, ça a leur hommage. Pour qu'ils nous libèrent, nous aussi qui sommes là, qu'ils nous donnent la place. Cette cérémonie de purification des enclumes se fait avec du sang. Elle commence avec celui du chien, puis du bouc et enfin des poulets. Si on ne fait pas cette cérémonie, on reste confronté à beaucoup de malheurs. On a par exemple le fer qui peut nous blesser. Il y a aussi la mévente des objets comme la daba que nous fabriquons. Donc, il faut vraiment cette cérémonie de purification. Nos femmes sont des potières. Potières là aussi, c'est même fer, on prend pour gratter. Quand on met les canaris là dans le foyer, s'il y a les trucs comme ça, il y a des déchets qu'on n'a pas nettoyés là. Des fois, on peut mettre 20 ou 100 canaris même. Et puis le foyer même, le four là se casse avec tout ça là. C'est une grande perte. Donc on demande que le Seigneur les protège, le Seigneur protège leur foyer. Cette cérémonie de purification des enclumes est aussi une occasion pour les forgerons d'implorer les mains des ancêtres dans divers autres domaines de la vie comme la santé, l'éducation et l'emploi. L'intention est allouée parce que je me dis que tant que nos parents feront ça pour nous, nous serons toujours craints, nous serons toujours devant. Parce qu'un forgeron est respecté partout où il passe. C'est un médiateur. Socialement, nous avons notre place et c'est une place bien méritée. L'Isramawe, la cérémonie de purification des enclumes à Pala, est une des étapes importantes pour accompagner les vieillards forgerons décédés dans l'au-delà. Elle intervient après les grandes funérailles et permet aux défunts d'intercéder auprès des ancêtres pour le rayonnement du métier de forgeron. Les forgerons, bien sûr. Un seul sujet amplement commenté ce mercredi dans les journaux, les actes de violence dans plusieurs villes du Burkina Faso. Dédougou, Waïguya, Saint-Cancé, les quotidiens relatent les faits et déplorent ces mouvements d'humeur. Je vous propose la revue de presse signée Evelyne Dabiré. Les quotidiens de ce 4 mai ont relayé le mouvement d'humeur de la population de Dédougou. Aujourd'hui, au Faso fait le point. Domiciles incendiés, portes défoncées, rues joncées de projectiles. C'est le triste constat fait à Dédougou suite au décès d'un présumé délinquant dans la matinée du 3 mai au CHR de Dédougou. Les versions sont divergentes sur les causes de cette mort, rapporte le journal Le Quotidien, qui précise que la gendarmerie avance des raisons de maladie, tandis que la famille et la population soupçonnent les Pandores d'avoir tabassé la victime avant de l'amener au service de santé. Le soir fait le point des zones de violence de ces derniers jours au Burkina. Avant-hier, c'était Saint-Cancé, où la population est allée extirper un prévenu dans une brigade de gendarmerie pour le tabasser à mort. Même scénario à Zignaré, Nagaré et Waïguya hier et aujourd'hui à Dédougou, où une intifada est déclenchée contre la gendarmerie. Le soir interroge alors à qui la faute. Et dans une analyse, ce quotidien soutient que depuis que l'homme politique burkinabé s'est enorgueilli de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et s'est vanté de l'avoir organisée, une culture de la violence s'est légalisée au Burkina. Le journal Le Quotidien renchérit alors, par ces actes, on cultive la banalisation de ces forfaits. C'est pourquoi, écrit ce journal, au regard de la persistance et même de l'augmentation des attaques, le chef de l'État devrait monter au créneau pour mettre en garde contre ces dérives. Puis ce journal déplore quand les Burkinabés tombent dans la bêtise absolue. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.